Merci beaucoup d'être là, d'écouter ce que je vais vous dire sur ce sujet, la transcommunication hypnotique. En fait, c'est un sujet que j'ai mis en œuvre il y a 5 ans maintenant. J'ai débuté ces ateliers au Canada et maintenant, depuis 3 ans, j'effectue ces ateliers de transcommunication hypnotique avec une équipe, donc Marc Leval et Étienne Dupont de la société ABC Talk, et on fait le tour un petit peu comme ça de toutes les villes de France. On est venu déjà en Belgique, on reviendra en Belgique après un passage au Canada. En novembre, on reviendra en Belgique en décembre pour faire ces ateliers d'hypnose. Donc ce sont des ateliers collectifs où 40 personnes viennent et durant 4 heures, donc on les met en condition pour qu'ils aient des expériences. On va dire ça comme ça. Donc ces expériences, elles sont nouvelles et elles sont inattendues. Ce sont des expériences extraordinaires pour ceux qui les vivent. Il y a des gens qui ne les vivent pas non plus. Bon, donc voilà, c'est pas garanti à 100%, mais en tout cas, ce sont des gens qui viennent faire des expériences. Donc l'atelier dure 4 heures. Il y a 1 heure de préparation, 1h30 d'hypnose, et puis ensuite, donc, il y a ce débriefing, il y a le partage des expériences. Il y a aussi une étude qui est menée, donc, puisque les gens peuvent, sur un questionnaire, remplir un questionnaire avec des items. Et j'espère que ces gens ressortent chaque fois avec une modification dans leur vie, puisque ces ateliers apportent beaucoup de bien-être aux personnes qui les vivent. Alors, pourquoi avoir voulu faire ces ateliers d'hypnose? Eh bien, c'est tout simplement l'observation qui me fait dire que ce n'est pas forcément le cerveau qui fabrique la conscience. Effectivement, pour un observateur, une personne est inconsciente à quel moment? Quand elle a les yeux fermés et quand elle ne bouge plus. Or, on s'aperçoit que 35% des personnes, pendant leur sommeil, vivent des expériences. Certains voient apparaître des défunts, d'autres ont des prémonitions. 5% des personnes dans le coma ont été capables de voir ce qui se passait autour d'elles et même quelquefois avoir pu voir ce qui se passait dans une salle d'attente ou sous un porche d'hôpital. 2% des personnes sous anesthésie générale ont été capables de voir leurs propres opérations comme si elles étaient au-dessus du champ opératoire et quelquefois même avoir pu décrire des expériences qui se trouvaient à distance de leur corps. 12 à 18% des personnes en arrêt cardiaque ont été capables de décrire ces fameuses expériences que Raymond Moody appelle les NDE, Near Death Experience ou expériences de mort imminente, et que moi je préfère appeler les expériences de mort provisoire. 65% des enfants ont eu ces expériences. Alors, il faut bien appeler un chat et dire que ces personnes qui sont en arrêt cardiaque sont bien en état de mort clinique avec un électroencéphalogramme plat, puisqu'on sait maintenant depuis les travaux de De Vries et Becker qui ont été menés en mars 2001 que c'était la durée moyenne pour que l'électroencéphalogramme devienne plat. 15 secondes, c'est extrêmement court. Dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques, dans les unités de soins intensifs ou de réanimation, eh ben déjà le temps que l'infirmière entende l'alarme sonner, qu'elle se précipite au chevet du patient pour prodiguer les premiers soins, déjà les 15 secondes sont passées pour refaire partir un cœur. Et que dire des arrêts cardiaques qui sont récupérés sur la voie publique ou à domicile? Là, ce ne sont plus des secondes, ce sont des minutes. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il y a des personnes qui reviennent de cet état de mort clinique avec un électroencéphalogramme plat. Ces personnes ont été capables de décrire quelquefois les manœuvres de réanimation et quelquefois d'écrire des scènes qui se trouvaient à distance de leur corps physique. Alors la question que l'on peut se poser, c'est de se dire, mais pourquoi n'y a-t-il pas 100% d'expérience? Pourquoi y a-t-il cette différence entre les enfants et les adultes? D'après l'étude de Melvin Borst, 65% des enfants en arrêt cardiaque ont ces expériences, alors qu'il n'y en a que 12 à 18% chez les adultes. L'hypothèse que je propose, et qui a été validée dans une thèse de doctorat en médecine que j'ai dirigée, la thèse de François Lallier, qui a été soutenue à la faculté de médecine de Reims le 15 décembre 2014, propose cette dissociation entre 2 formes de conscience, une conscience intuitive extraneuronale, dissociée de la matière, qui existerait de façon concomitante à une conscience analytique cérébrale, elle qui est bien cérébrale, qui est bien dans la matière.
Car en fait, si on suppose que c'est le cerveau qui fabrique la conscience, eh bien, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Comment une personne serait capable de décrire ce qui se passe à distance de son corps avec un cerveau qui ne fonctionne plus, et même capable de décrire les manœuvres de réanimation avec un cerveau qui ne fonctionne plus? Puisque quand on a un électroencéphalogramme plat, eh bien, le cerveau ne fonctionne plus, on n'est plus capable d'entendre, de voir, de comprendre ce qui se passe autour de soi. Alors cette hypothèse de Kac, elle a été retenue comme une hypothèse. On ne dit pas que ça fonctionne comme ça, mais pourquoi ne pas admettre cette hypothèse, puisque, après tout, l'hypothèse de la conscience fabriquée par le cerveau ne tient pas une seconde face à toutes ces expériences. Il a étudié, cet étudiant, pendant 3 ans, 118 cas d'arrêt cardiaque. Il en a trouvé 18 qui avaient eu cette fameuse expérience. Ça lui a pris du temps. Il a interrogé 118 personnes quand même. Et 18 avaient vécu cette expérience. Une expérience qui devient inexplicable avec la théorie du cerveau sécréteur de conscience. Alors, la CAC, c'est quoi? La CAC, c'est un échange de neurone à neurone, échange électrique et échange biochimique, qui sont reliés à nos 5 sens. Qu'il s'agisse de la vision, de l'olfaction, de l'audition, du goût ou du toucher, toutes ces stimulations vont nous donner la perception d'être nous-mêmes en nous repérant dans le temps et dans l'espace. Mais le problème de cette CAC, c'est qu'elle nous joue des tours. Elle n'est pas objective. Elle va retenir les événements environnementaux qui nous conviennent. C'est le principe de l'illusion d'optique. Lorsque vous avez une figure incohérente, eh bien votre CAC va modifier l'image pour la rendre cohérente. Mais au total, l'image que vous allez voir n'existe pas. Elle va substituer des lignes par d'autres pour rendre l'image conforme à vos apprentissages. En fait, cette CAC est un prisme réducteur de la réalité. Elle va modifier le réel pour le rendre cohérent d'après nos apprentissages. Et c'est pour cela que nous n'avons pas 100% d'expérience. Parce que, tout simplement, dans l'expérience de mort provisoire, eh bien, voilà, la sortie de corps, le contact avec les défunts, tout ça devient incohérent. Et tout ça est rejeté. Donc, on a aussi une différence qui s'explique entre les enfants et les adultes. 65% d'enfants, d'après l'étude de Melvin Morse, ont ces expériences en arrêt cardiaque, alors qu'il n'y en a que 12 à 11%, 18% maximum chez les adultes. Tout simplement parce que les enfants n'ont pas eu encore le temps de formater leur CAC à exclure les informations dissonantes. D'ailleurs, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, les enfants ont des perceptions médiumniques, jouent avec des amis invisibles, ont des réminiscences de vie antérieure, et puis après tout ça, évidemment, les apprentissages disant que tout ça n'existe pas, eh bien on finit par intégrer tout ça comme étant des choses qu'il ne faut pas connaître et qu'il ne faut même pas percevoir. C'est dommage, mais il en est ainsi. Et cette CAC, ce mental, en fait, c'est celui que nous essayons de faire taire lors de ces ateliers d'hypnose. C'est celui qui se tait aussi lors des arrêts cardiaques, puisque là, le cerveau ne fonctionne plus du tout, ou qui est au ralenti pendant le sommeil, pendant les comas, ou pendant l'anesthésie générale. Alors, cette autre forme de conscience que je propose, c'est la conscience intuitive extraneuronale. Celle-là, elle n'est pas du tout associée à la matière. Elle est à l'extérieur. Elle fonctionne comme, si vous voulez, une espèce d'iCloud, et comme si notre cerveau était un iPhone ou un iPad qui recevrait de façon réduite les informations. C'est celle que nous éveillons lorsque la CAC s'éteint. La conscience intuitive extraneuronale, selon ma proposition, elle est couplée aux perceptions extrasensorielles, donc les perceptions médiumniques, être en contact avec les défunts, puisque dans cette hypothèse, la conscience intuitive extraneuronale, dissociée de la matière, continuerait à vivre dans une autre dimension une fois que le cerveau s'éteint ou ralentit. Eh bien, on va pouvoir percevoir la conscience intuitive extraneuronale de nos défunts. D'ailleurs, souvent, dans l'expérience de mort provisoire, les personnes ont ces contacts avec ces défunts. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu cette idée
de faire ces ateliers d'hypnose, parce que je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre des arrêts cardiaques pour en arriver à de tels apaisements devant la mort, quand même. Parce que les gens qui vivent ces expériences de mort provisoire sont considérablement apaisés par rapport aux souffrances du deuil et aussi par rapport aux angoisses de leur propre finitude. Donc le raisonnement a été le suivant: je vais mettre ces patients, enfin c'est pas des patients, ce sont des gens tout à fait normaux, ce ne sont pas des malades, je vais mettre ces participants sous hypnose, leur suggérer le voyage de l'expérience de mort provisoire, les laisser dans des stations où ils seront seuls avec ces perceptions de la conscience intuitive extraneuronale pendant plusieurs minutes, où là je ne parle pas. Les gens sont avec une musique hypnotique, avec des infrabasses qui passent du cerveau droit au cerveau gauche. Enfin, il y a tout un process qui est mis en ligne. Et là, on a des expériences. Et effectivement, il y a eu, sur le premier millier de TCHistes, 669 personnes, 67% de personnes qui ont coché la case « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt durant ma séance ». Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui se sont produites et c'était des choses inattendues. Finalement, ces ateliers, ça a été la découverte. Au fil du temps, on a eu le retour de tous ces participants, puisqu'on a dépassé maintenant 13 000 participants. Vous voyez, c'est quand même un chiffre important depuis 5 ans. 13 000 participants ont eu ces ateliers. Et on a eu d'autres items à étudier parce que des personnes nous disaient avoir eu d'autres phénomènes qui se produisaient lors de ces ateliers d'hypnose. Il y a eu des connexions avec ce que Erwin Laszlo appelle les champs akashiques ou Robert Sheldrake les champs morphogénétiques, c'est-à-dire une conscience universelle qui donne des informations. Ces informations, elles sont captées tant dans l'expérience de mort provisoire que lors de l'hypnose. Dès que le cerveau ralentit, on est capable de capter des informations. D'ailleurs, même en étant en dehors de ces champs possibles, lors de situations bien particulières, on est connecté à des informations qui ne sont pas fabriquées par notre cerveau. Par exemple, les grands savants de ce monde ont découvert les mêmes choses en même temps, comme si elles avaient été connectées à la même source d'information. Des artistes aussi, sans se connaître, ont réalisé des œuvres artistiques, littéraires, musicales qui se ressemblaient, sans plagiat ni quoi que ce soit, elles ont été connectées à la même source. Et bien là, dans ces états modifiés de conscience, on a cette possibilité de connexion à une source d'information. Et cette source d'information, elle nous dit quoi? Lors de l'expérience de mort provisoire, il en est de même que lors des TCH, les messages sont toujours les mêmes. On nous dit quoi de l'autre côté? Les expérienceurs nous disent « J'ai été confronté à un être de lumière qui m'a dit « Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé les autres ?» Il semblerait que ça soit ça, notre véritable mission terrestre. L'amour inconditionnel. C'est même pas l'amour d'un couple, dans la relation amoureuse, je te donne mon amour, tu me donnes le tien, non. C'est inconditionnel. C'est relié à la résilience, au pardon, enfin à tout ce qui est connexe à l'amour inconditionnel. Ça serait ça, notre véritable mission terrestre. Et puis aussi, il y a, lors de ces ateliers de TCH, des personnes qui ont des visualisations de messages d'alerte. Ils le perçoivent comme ça. Des messages d'alerte qui leur disent « Bon, attention à la planète. On se comporte trop mal avec notre planète. » Il y a des messages d'incendie, de tremblements de terre, de troubles écologiques, pollution des eaux, etc. Autres messages d'alerte qui parviennent aux personnes qui participent à ces séances par rapport aux animaux. On se comporte trop mal avec nos animaux, notamment par rapport aux baleines, par rapport aux abeilles en ce moment. Ça revient très souvent. Et puis un autre message, mais celui-là, il est beaucoup plus difficile à comprendre. Ils nous disent de l'autre côté, que ce soit en arrêt cardiaque ou en TCH, rien n'est grave et tout est juste. Vous voyez à quel point ça peut être même choquant quand on est dans l'épreuve où on pense que c'est juste l'inverse. Nous serions ici, sur ce plan terrestre, pour faire des expériences, et plus ces expériences seraient difficiles, compliquées, douloureuses, et plus nous progresserions sur le plan de notre âme. Vous voyez que c'est assez difficile à comprendre. Non, ça y est, on m'entend, on m'entend. Tous ces messages, ils arrivent dans les mêmes conditions, en arrêt cardiaque ou en TCH.
il y a aussi d'autres messages qui arrivent. Ce sont des messages, Raymond Moody le disait, de l'autre côté, le temps et l'espace n'existent pas, qui sont reliés au temps ou à l'espace. Mais le temps, de l'autre côté, n'est pas linéaire. Il n'y a pas ce passé, présent, futur. Il y a une somme d'informations. Si bien que les personnes en arrêt cardiaque, Raymond Moody l'a dit encore tout à l'heure, ont une revue de vie, voient défiler toute leur vie en accéléré. La rétrocognition. Ils ressemblent tout le bien et le mal qu'ils ont fait aux autres comme si c'était à eux-mêmes qu'ils l'avaient fait. Et c'est très dissonant au niveau du temps terrestre. Bon, l'expérience est parfois très courte et on voit toute sa vie. Nicole Dron, une expérienceuse, a écrit un livre de 300 pages sur son expérience, rien que l'intitulé parle 45 secondes d'éternité. Mais oui, elle a eu un arrêt cardiaque très bref et elle a fait 300 pages. Elle fait 1h30 de conférence sur ce qu'elle a vécu. Donc, c'est quelque chose qui nous échappe complètement, le temps et l'espace. On a des visions quelquefois précognitives, on devine le futur. Et ça arrive aussi lors de l'expérience de mort provisoire, mais aussi en TCH. Il y a par exemple des expérienceurs qui ont vu leur futur et qui ont pu ensuite le vérifier, puisque maintenant avec le retour de 5 ans qu'on a, on a pu vérifier un certain nombre de futurs. Alors ça met à mal la théorie de l'hypnose, où on pensait que l'hypnose était voilà, une réminiscence de souvenirs enfouis dans l'inconscient. Non, là, le souvenir n'existe pas, puisqu'il appartient au futur. Par exemple, une dame en TCH voit apparaître un homme qu'elle ne connaît pas. Elle le rencontre 2 mois plus tard, ils vivent maintenant ensemble. Donc là, je veux dire, le futur, il fallait le fabriquer. Voilà. Oui, je dis aux participants, quelquefois, peut-être vous allez rencontrer un futur compagnon de vie, j'en sais rien. Je ne veux pas mettre le bordel dans les couples, mais bon, c'est arrivé. Donc voilà. Il y a des futurs très précis qui sont réalisés après. Alors très honnêtement, on ne peut pas dire si c'est l'expérience qui a influencé le futur ou l'inverse. On peut se dire, oui, il a eu l'idée d'aller vivre là-bas parce qu'il a eu cette visualisation dans sa séance. Mais là, lorsqu'il s'agit du visage d'un homme, quand même, voilà, on ne peut pas le construire s'il n'était pas déjà existant quelque part. Dans le futur, c'est là où s'est fait cette relation, une relation par rapport au futur. Par rapport au passé, on peut voir donc sous hypnose des périodes bien précises de son passé. En général, ce ne sont pas des revues de vie qu'on voit, mais ce sont des périodes de son passé. Alors pourquoi cette période-là et pas une autre? Ça aussi, on ne va pas comprendre en sortant de l'atelier. Ça ne prendra sens que plus tard. Quelquefois aussi, il y a des personnes qui voient des vies passées, et même qui ont les circonstances de leur décès dans des vies passées, qui vont peut-être pouvoir expliquer certaines de leurs angoisses ou de leurs phobies face à telle ou telle situation. Le psychiatre Brian Weiss utilise ça, la régression sous hypnose, pour traiter les phobies ou pour traiter les psychoses, parce que en retrouvant l'origine de la psychose ou de la phobie, eh bien, on la soigne. C'est comme ça. Mais déjà Freud le savait, mais là, c'est lui, il ne le faisait pas avec les régressions, il le faisait donc en essayant de trouver les souvenirs enfouis qui étaient au niveau de l'enfance, des traumatismes de l'enfance. Là c'est pas le traumatisme de l'enfance, c'est le traumatisme dû au décès dans une vie antérieure. Il y a aussi des phénomènes par rapport à l'espace qui se déroulent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des visualisations de scènes qui se déroulent à distance. Ça existe lors de l'arrêt cardiaque. C'est très classique même, que la personne voit ce qui se passe à distance de son corps. Et quand on valide les perceptions, on se dit, il se passe quelque chose. Et en TCH, c'est la même chose. Il y a des personnes qui ont vu des scènes précises qui se déroulaient à distance de leur corps au moment de l'atelier. Par exemple, à Genève, nous avons eu une maman qui était très angoissée, elle n'a même pas voulu entendre le débriefing, elle est partie chez elle et elle avait vu son fils. Elle se faisait du souci, on est censé voir les défunts, est-ce qu'il va bien, etc. C'est pour ça qu'elle était pressée de rentrer chez elle. Son fils, elle l'avait vu revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris, et cette tenue, elle ne la connaissait absolument pas. C'était une tenue improbable quand même, et très précise. Elle rentre chez elle, elle gare sa voiture, en même temps se gare la voiture de son mari. Ils étaient
sorti faire des courses dans une grande surface et il y avait acheté cette tenue improbable. Elle voit sortir son enfant revêtu d'un manteau jaune et d'un bonnet gris. Elle ne pouvait pas inventer cela. Là aussi, l'information n'était pas stockée dans son cerveau. Elle était ailleurs. Elle était extra-neuronale. Et puis, il y a aussi, il faut bien le dire, moi je suis là pour rapporter des expériences telles qu'elles se présentent, des personnes qui disent être connectées à des mondes extraterrestres, à des civilisations extraterrestres, et peuvent même décrire ces civilisations. C'est très impressionnant lors de ces débriefings d'avoir ce genre de témoignages. Il y a aussi d'autres choses qui se passent. Lors de ces ateliers, on peut être connecté par télépathie à une personne qui pense à vous. Et là aussi, on retrouve ça lors des arrêts cardiaques. Lors des arrêts cardiaques, il y a des personnes qui ont été connectées aux pensées du chirurgien qui les opérait, du réanimateur qui les réanimait, ou d'une personne qui se faisait du souci dans une salle d'attente. Ce sont des phénomènes télépathiques. Il y a aussi en TCH et lors de l'expérience de mort provisoire, des personnes qui sont connectées, alors je ne fais pas de prosélytisme, mais disons à une énergie supérieure, on va l'appeler comme ça. Dieu, bon, par facilité de vocabulaire, une énergie supérieure qui nous relie à l'amour inconditionnel. Chaque fois que nous sommes reliés à l'amour inconditionnel, nous sommes reliés à Dieu. Et les expérienceurs nous le disent, lorsqu'ils étaient dans la lumière d'amour inconditionnel, ils étaient reliés à Dieu. Et puis il y a d'autres choses qui se passent lors de ces ateliers, et ça c'est assez surprenant aussi et inattendu avec une grande prudence. Il y aurait des guérisons lors de ces ateliers. Il y a des gens qui disent recevoir des soins, ressentir des vibrations, etc. Finalement, ce n'est pas très étonnant. Quand on réfléchit, la connexion à la conscience intuitive extraneuronale permet ce genre de choses lors, par exemple, de l'expérience d'arrêt cardiaque. J'ai participé au colloque international du Grand Rex à Paris le 28 septembre dernier, où nous étions un certain nombre de médecins et de chercheurs à présenter nos recherches sur ce sujet, conscience et santé. Il y avait le professeur Blackburn, prix Nobel de médecine, qui nous a montré que la méditation c'est quoi? C'est la connexion à cette conscience intuitive extraneuronale, augmentait la taille des télomères. Les télomères, ce sont des brins d'ADN non codants qui protègent comme des boucliers les chromosomes. Plus cette épaisseur est importante, et mieux on se porte. Ça lui a valu un prix Nobel de médecine quand même, l'effet télomérase. Donc elle nous a montré que, effectivement, de façon très rationnelle, on pouvait expliquer que la méditation, eh bien, améliorait la santé. On s'en doutait, mais là, c'est la preuve absolue. Il y avait aussi le professeur Eben Alexander, peut-être vous connaissez ce neurochirurgien à Harvard, qui a fait une méningoencéphalite à Escherichia coli, qui est normalement mortelle dans 98% des cas, dans lequel il se trouvait, et lui, il a recouvré sa santé, il est revenu complètement guéri et sans aucune séquelle de son coma très grave, sauf que lui c'est un matérialiste pur et dur, il travaillait sur le cerveau là, et il ne croyait pas du tout à ses expériences, sauf que là il vit lui-même l'expérience. Il est confronté à une incursion dans l'au-delà. Dans l'au-delà, il rencontre une femme qu'il ne connaissait pas, qui l'accompagne. Là aussi, ça ne pouvait pas stocker dans son cerveau, et pour lui, c'est la preuve absolue. Une fois guéri, il se met en quête de retrouver ses parents biologiques, et il les retrouve finalement, il finit par les retrouver, parce qu'il était adopté par un couple de médecins, qui a fait lui un neurochirurgien d'ailleurs, mais il finit par retrouver ses parents biologiques, qui lui montrent une photo, la photo de sa sœur biologique décédée au moment de son coma, et c'est cette femme-là qui l'a accompagnée dans l'au-delà. Donc là, il ne pouvait pas la connaître, il ne l'avait jamais vue. Donc pour lui, ça a été une preuve absolue. Donc il nous a montré son dossier médical, il nous a expliqué son expérience, et là aussi, il est revenu complètement guéri de sa pathologie. Anita Morjani, la même chose, un Hodgkin, des gros ganglions au niveau du médiastin, des tumeurs au niveau du cou. Elle fait un coma très grave, on pense qu'elle va mourir. Elle revient complètement guérie après une incursion dans l'au-delà. Comme si la connexion à la CIE pouvait guérir aussi les gens. Il y avait aussi la dernière miraculée de Lourdes, une sœur
qui, par la prière, est revenue guérie. Elle nous a parlé de ses expériences. Et donc, moi, j'ai présenté quelques patients pas des patients, quelques participants qui sont revenus guéris de certaines pathologies chroniques au cours d'une seule séance de TCH. Alors, comment ça se manifeste? Eh bien, ce sont essentiellement des manifestations pendant l'hypnose. Vous savez que pendant l'hypnose, normalement, la chaleur du corps diminue, puisque tout diminue, la respiration, la fréquence cardiaque, etc. Donc, c'est normal, la température baisse du corps. Eh bien là, non. Les gens disent recevoir des soins énergétiques en ayant des chaleurs, des douleurs dans des régions bien spécifiques du corps, des perceptions de lumière, des vibrations ou des paresthésies, des fourmillements. Ce sont des manifestations énergétiques qui sont associées à des manifestations mécaniques. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui reçoivent des pressions, qui ont des impressions de percussion, qui font des gestes dans les trans hypnotiques, qui parlent même ou émettent des petits cris, ou des mimiques comme des sourires pendant ces soins énergétiques, et qui sont sur le mode de réception et de libération d'énergie. Et donc ensuite, les personnes racontent qu'elles ont eu des améliorations ou des disparitions de douleurs chroniques ou de douleurs aiguës même, qui étaient juste avant de rentrer dans l'atelier et qui ont cessé, par exemple, des maux de tête qui ont débuté en début d'atelier et qui ont disparu après. Donc, disparition de pathologies chroniques, physiques ou psychologiques. Alors, dans ce schéma, comment ça fonctionne? Il y a donc ces deux formes de conscience. La conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extraneuronale. Dès que la conscience analytique s'allume, c'est la conscience intuitive qui s'éteint. Elle va s'allumer à quel moment? Elle va s'allumer dès qu'on a une perception sensorielle. Impossible, par exemple, de ne pas analyser un bruit. Lorsque vous entendez quelqu'un tousser, impossible de ne pas vous dire quelqu'un a toussé. C'est ce que je dis aux participants de ces ateliers. Même avec un casque, vous pouvez entendre quelqu'un tousser ou ronfler. Bon, c'est sûr. Mais il ne faudra pas suranalyser le bruit en vous disant « Tiens, il a ronflé, donc j'ai pas de chance, j'aurais pas dû me mettre là, j'espère qu'il ne va pas ronfler parce que ma CIE va s'allumer. » Et vous pouvez être comme ça dans cette situation où pendant 1h15, vous allez être complètement perturbé en faisant activer votre CAC. Si vous êtes dans la peur, eh bien sûr, vous allez activer votre CAC. Aucune raison d'avoir peur. Lors de ces séances d'hypnose, il n'arrive rien. 13 000 participants, il n'y a jamais eu un seul problème, il n'y en aura jamais. Ce n'est autre chose qu'une méditation dirigée, donc il ne peut pas y avoir de danger. Il y a encore des gens qui ont peur de rester hypnotisés à vie, ça n'existe pas. Je leur dis, à la fin de la séance, vous serez tous partis, vous serez chez vous. Voilà. Il n'y a aucune domination de l'hypnotiseur sur l'hypnotisé. C'est dommage que ces spectacles grand public, on a vraiment cette impression que des gens montent sur scène contre leur volonté pour faire n'importe quoi. Voilà, non, c'est faux. Ils sont sous hypnose, mais ils sont d'accord pour faire ça. On ne peut pas vous faire commettre un viol ou un meurtre sous hypnose, ça n'existe pas non plus. Donc voilà, et ces peurs ou ces angoisses peuvent bloquer la CIE parce que c'est la CAQ qui se met en route, forcément. L'attente aussi. Si vous venez à un atelier pour rechercher, dans un but bien précis, en contact avec un défunt, ça ne va pas marcher parce que vous allez râler après vous-même, vous allez être impatient, etc. Donc il faut vraiment venir là pour faire une expérience sans rien attendre. La conscience intuitive extraneuronale, elle va s'allumer et éteindre la conscience analytique cérébrale, puisque quand on est en CIE, on ne sait pas trop où on est, dans quelle position sont les bras, combien de temps dure la séance, etc. Il y a des gens qui sortent de là, ils vous disent « Mais quoi, ça a duré quoi le truc, 10 minutes ou quoi ?» Je ne sais pas. Non, ça n'a pas duré 10 minutes. Et puis, c'est bizarre parce que j'ai les joues mouillées. Oui, on n'a pas les joues mouillées, on ne pleure pas pour rien quand on est adulte. Ça veut dire que la personne a eu des informations suffisamment émouvantes pour la faire pleurer, mais elle s'est pris un grand coup de cac à la fin. Comme tous les matins, on s'en prend un. On s'en rend pas compte, mais on oublie tout ce qu'on a reçu comme information pendant la nuit, à moins de le noter tout de suite. Donc je dis aux personnes, vous pouvez retrouver les informations perdues en vous mettant vous-même en état de méditation, ou alors en consultant un coach,
Les hypnothérapeutes savent faire ça. Ils vont vous faire retrouver les souvenirs perdus lors des TCH et même ils vous apprendre à maîtriser la CAQ. Alors, c'est pour ça que sur notre site, l'Institut l'IRCI, IR2CIE, Institut de recherche et communication sur la conscience intuitive extraneuronale, on a mis une liste d'hypnothérapeutes qui sont d'accord avec pour faire ça, parce que l'hypnose TCH, ça c'est pas admis par tout le monde, par tous les hypnothérapeutes, donc il faut qu'ils soient d'accord avec ça, parce que si la personne dit allô, oui j'ai fait une TCH, je me souviens pas parce que ma CAQ, quoi, qu'est-ce que vous dites? Non. C'est pour ça que nous avons voulu mettre cette liste, et déjà en Belgique il y a déjà des hypnos qui sont OK pour faire ce travail. Alors la CIE, elle va s'allumer quand? Eh bien, elle s'allume pas souvent. Elle s'allume quand on dort, elle s'allume quand on est dans le coma, quand on est sous anesthésie générale ou quand on est mort. Vous voyez, c'est pas terrible, il reste pas grand-chose. Ouais, il reste la méditation ou la prière, mais bon, il faut savoir le faire. Très peu le font. Les expériences chamaniques, il faut trouver le bon chaman. Le LSD, il faut en trouver, c'est pas évident. Non, je plaisante, hein. Parce que si je vous dis, allez, prenez tous du LSD, là, pour le coup, je suis radié du Conseil de l'Ordre. Hein. Déjà que c'est pas... Il faut pas... Il faut pas, surtout pas prendre de LSD. C'est très dangereux, ça peut être mortel. Stanisław Grof a fait des études là-dessus avec ses étudiants et il a montré que vraiment, des expériences sous LSD ressemblaient vraiment à des expériences chamaniques ou des expériences de mort provisoire. Certaines plantes, on en a parlé tout à l'heure, l'iboga et l'ayahuasca peuvent aussi donner ces impressions-là. Et l'hypnose, c'est quand même beaucoup plus simple que tout ça. La CAQ va se rallumer à la fin de ces expériences, c'est-à-dire au réveil de sommeil physiologique, après un coma ou un essai général, le retour à la vie après un arrêt cardiaque, ou à la fin d'une expérience transcendante. Alors comment ça marche en pratique dans ces ateliers? Eh bien, les résultats obtenus sont là grâce à l'état hypnotique qui est provoqué par les manœuvres classiques que l'on fait en bloc opératoire quand on est anesthésiste. C'est très simple, il suffit, dans le principe, il suffit de faire passer l'activité électrique corticale cérébrale de 21 Hz à peu près, c'est l'activité dans laquelle on est là, puisque je vois que personne s'est endormi, pour l'instant, à une activité en dessous de 14 Hz, 10, 9, 8, voilà. Et là, quand vous êtes dans ce créneau-là, eh ben, vous allez être dans la suggestion. C'est-à-dire qu'on va vous bloquer la CAQ. L'analyse de la douleur, par exemple, au bloc opératoire ne sera plus perçue parce que il y aura cet état particulier où vous allez partir en voyage, donc avec les suggestions qui nous sont faites. Mais tout n'est pas suggéré dans les séances de TCH. Évidemment, ça serait complètement idiot. Si je suggérais le voyage à tout le monde raconterait la même séance et ça n'aurait aucun intérêt. Non, j'emmène des gens dans des stations où ils sont seuls avec la musique. Il y a des situations qui sont suggérées, certes, mais ils sont seuls avec la musique et pendant plusieurs minutes, ils reçoivent des informations. Et c'est là où ils ont leurs expériences spectaculaires et leurs expériences qui leur sont très personnelles, qui n'est pas forcément celle qu'ils attendent. On peut être venu voilà, chercher le contact avec un défunt et repartir avec une autre information différente, ou recevoir un soin énergétique, par exemple. Alors, quels sont les résultats ? Les résultats ont été étudiés surtout sur les 1000 premiers participants, puisque je vous ai dit maintenant on en a dépassé 13 000. Donc c'est vrai que dans cette première étude, on avait surtout étudié le contact avec les défunts, puisque c'est ce qui est le plus apaisant dans l'épreuve du deuil et aussi par rapport aux angoisses de sa propre finitude. On peut deviner les débouchés que ça pourra avoir dans les soins palliatifs. Donc on a étudié plus spécialement cette partie, le contact avec les défunts. L'âge moyen était de 46 ans de ces participants, avec des âges extrêmes de 19 à 85 ans. Là aussi, on a élargi. Il y avait 59% de femmes et 41% d'hommes. Là, ça serait plutôt 80% de femmes et 20% d'hommes dans les ateliers qui ont suivi. Et les résultats, quels sont-ils? Alors,
En ce qui concerne la profession, on a trouvé 21% d'enseignants, coaching, yoga, Reiki, hypnothérapeute et médium. C'est vrai que c'est des gens qui sont surtout venus faire des expériences pour essayer de voir ce qui se passait au niveau de leur ressenti personnel. Il y a aussi les personnels de santé. Alors les personnels de santé, 18%, c'est-à-dire ce sont des infirmières ou des aides-soignantes. 15% ce sont des professeurs d'école et de lycée. 12% des professions libérales et des chefs d'entreprise, 10% des retraités, 9% d'étudiants, 7% de médecins, sans profession 5% et autres 2%. Religion, davantage de catholiques, 42% de catholiques, 40% sans religion. Il y avait des bouddhistes aussi, c'est étonnant ce chiffre, 6% de bouddhistes, il y en avait beaucoup qui sont venus dans nos ateliers finalement, 4% autres et des musulmans 1%. 39% avaient l'habitude de méditer et 96%, c'est mieux là, je vois mieux, c'était pour eux la première séance d'hypnose. 9% c'était des gens qui avaient l'habitude de se relaxer et qui ont validé, non c'est pas ça, 97% ce sont des gens qui ont réussi la suggestion de relaxation et qui ont au moins eu 3 suggestions. 64% ont ressenti les transmissions énergétiques que je leur proposais. 82% ont eu la sensation de sortir de leur corps pendant l'hypnose. 65%, en fait c'est 67%, 669 sur 1000, ont coché la case « Oui, je pense avoir été en contact avec un défunt ». 35% disent avoir pu communiquer avec ce défunt. 22% disent avoir reçu des informations de ces défunts. Globalement, donc une majorité de satisfaits, mais quand même un quart des personnes qui ont trouvé la séance décevante, 22% décevant, 3% très décevant, satisfaisant 54% et très satisfaisant 22%. Alors, d'un point de vue global, si on s'intéresse uniquement avec ce sujet, la communication avec les défunts, puisque c'est le sujet de ce colloque, hein, le deuil, communication avec les défunts. Alors je reprends les statistiques et globalement, il y a, au point de vue satisfaction par rapport à cet item bien précis, une majorité de gens qui sont satisfaits. Et vous voyez que si on fait la somme 37% plus 57%, 94%, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de contact avec les défunts, mais qui sont quand même satisfaits sur cet item-là, de contact avec les défunts. Tout simplement parce que ce sont des personnes qui, au débriefing, ont entendu les autres parler. Ils ont entendu certaines personnes qui avaient eu des expériences. 6% de déçus, c'est relatif aussi, parce que quand on dépouille les questionnaires, on s'aperçoit que les déceptions, quand même, c'est relatif. Par exemple, il y a des gens qui ont été déçus parce que le contact avec les défunts n'a pas duré assez longtemps. Ou alors, il y a des gens qui sont déçus parce que ce n'est pas le bon défunt qui s'est présenté. Il est sûr que si on attend son conjoint et que c'est la belle-mère qui arrive, ça fait peut-être pas le même effet. Hein. Bon. Donc, déception relative. Par rapport à la religion, eh ben, on n'a pas vu de différence par rapport à la population générale. Il y avait toujours ces 6% de déçus, que ce soit chez les athées ou chez les religieux. Il y a quand même quelque chose qui nous a surpris, c'est que les gens qui, a priori, sont religieux, croient une vie après la vie, mais il y avait moins de contact avec les défunts. Ils étaient en dessous des 65%, ils étaient plutôt aux alentours des 50% lorsqu'ils avaient une religion. On n'a pas d'explication à ça. Peut-être que oui, c'est le fait d'être adhérent à une religion, un dogme religieux. Vous savez, le contact avec les morts, c'est pas forcément bien accueilli dans les religions. Donc voilà, peut-être que c'est ça qui les a bloqués. Enfin, on a essayé de réfléchir un peu, mais on n'a pas trouvé pourquoi il y avait ce chiffre. En ce qui concerne les professions médicales, alors professions médicales hors médecin, hein, c'est-à-dire ce sont soit des kinés, soit des dentistes, des infirmiers, enfin tout ce qui est profession médicale. On a ce chiffre-là, vous voyez, plus de déçus qu'ailleurs, 9%, même 1% de très déçus, et donc moins de satisfaits. Pour les médecins, ben c'est là où on a les plus mauvais chiffres, mais ça on pouvait s'y attendre un petit peu, parce que mes chers collègues sont
beaucoup dans la CAC et très peu dans la CIE. Donc voilà. 12% dont le double de déçus. Enfin, c'est quand même minoritaire, mais enfin, c'est le double de la population normale. Et donc 88% de satisfaits. Ceux qui n'ont pas l'habitude de méditer, eh ben, il y a moins de déçus, 5%, que les méditants. Ça aussi, ça peut être surprenant, mais peut-être que les méditants ont l'habitude de connecter la CIE autrement et que, enfin, celles et ceux qui ont assisté à mes ateliers le savent, c'est assez directif, mes ateliers. Donc, peut-être que ça les a un petit peu dérangés. Enfin, c'est 1% de plus de déçus, c'est quand même pas terrible. Pour ceux qui ne pratiquent pas l'hypnose, il y a ce chiffre de 6%, donc c'est par rapport à ceux qui pratiquent l'hypnose, 7%. Un petit peu plus, parce que les gens ont l'habitude d'être dirigés peut-être autrement dans les séances d'hypnose, et la TCH, c'est autre chose que l'hypnose. C'est directif, c'est pas de l'hypnose conversationnelle, c'est surtout pas possible, parce qu'on est trop nombreux, donc c'est assez directif, peut-être que c'est ça qui a dérangé ces personnes. Et puis finalement, les ateliers ont eu le plus de succès avec les hypnothérapeutes et on a la moitié de déçus, 3% de déçus chez les hypnothérapeutes. Alors bon, ça ce sont des chiffres par rapport au contact avec les défunts. Il y a d'autres choses qui se passent lors de ces ateliers et on a mis en place un autre questionnaire qui est beaucoup plus fouillé que celui que je vous ai suggéré avec ces premières statistiques. Donc on a rajouté un certain nombre d'items, par exemple apaisement par rapport au deuil ou par rapport à la mort, parce que ça on l'avait pas mis. On a rajouté également, je pense avoir reçu des informations ou des conseils sur mon avenir. Je pense avoir obtenu des informations du défunt, je pense avoir entendu des messages et des perceptions sonores, parce qu'on a beaucoup plus détaillé les ressentis avec ce questionnaire. Il y a aussi des personnes qui pensent avoir vu des scènes qui se déroulaient à l'extérieur de leur corps, et ça c'est assez fréquent finalement, ils ont pu les valider ou pas après, qui pensent avoir vu des scènes qui se déroulaient dans le passé, ça on l'a rajouté, ou avoir vu des scènes qui se déroulaient dans des vies antérieures, on l'a rajouté aussi parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas à ce genre d'informations. Et puis, comme je vous l'ai dit, les soins énergétiques aussi, avec les transmissions énergétiques. Alors la TCH, c'est quand même révolutionnaire par rapport à deux choses principales. Le fonctionnement de la conscience, effectivement, et l'hypnose. Puisque jusqu'à présent, on pensait que l'hypnose était une réminiscence de souvenirs enfouis dans l'inconscient. Or, la TCH plaide fortement en faveur de la théorie extraneuronale de la conscience, des informations qui ne sont pas situées dans le cerveau, mais à l'extérieur du cerveau. Par exemple, les perceptions du futur. Comment ce serait possible si les informations étaient dans le cerveau? Elles ne sont pas dans le cerveau. Elles n'existent pas encore, l'information. La visualisation à distance. Ça aussi, ça ne peut pas être des informations contenues dans le cerveau. Des défunts inconnus qui sont identifiés secondairement. Ça aussi, ça ne peut pas être contenu dans le cerveau. Comment un défunt pourrait-il être identifié et ensuite reconnu sur une photo qu'on n'avait jamais vue? C'est arrivé dans les ateliers de TCH. Un détail inconnu qui est vérifié secondairement. Un détail inconnu qui est communiqué par un défunt, qui va par exemple vous dire que dans tel endroit de la maison, il y a tel objet. La personne va trouver cet objet, et là, l'information n'était pas dans son cerveau. Il y a aussi des cas de médiumnité croisée. Ça aussi, on ne peut pas l'expliquer avec une information contenue dans le cerveau. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, nous étions à La Rochelle, pour vous donner un exemple précis. Il y a une dame qui dit « Mais je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. J'ai vu un monsieur qui avait le bras arraché. Et il me disait que son mognon qui avait du mal à cicatriser était guéri, que maintenant il n'avait plus son bras arraché dans l'au-delà. Ça ne me dit absolument rien. Et là, il y a une dame très émue qui nous dit « Mais oui, mon mari a eu un accident de moto,
il a eu son bras droit arraché, son moignon a gangréné, il est mort de ça. Donc, bien sûr, elle a perçu cette information pour elle. Comme si nous avions tous en nous ces capacités extrasensorielles. Finalement, nous serions tous capables de médiumnité, de télépathie, d'intuition, de prémonition, de remote viewing, de voyance. On a tous ça en nous, à condition de savoir se connecter à cette conscience intuitive extra-normale. Et je crois que, pour terminer cet exposé, mieux que ces statistiques, que mes discours, je vais vous présenter certains témoignages oraux. Vous savez, quand on fait ces débriefings oraux, on a ce partage. Et c'est ça qui nous fait, c'est notre moteur à nous. C'est le bien-être des gens, et puis c'est ceux qui partagent avec nous avec beaucoup d'émotion. Donc je vais vous faire écouter quelques-uns d'entre eux pour clôturer cette séance. Par exemple, alors je ne sais pas s'il y a une question, le temps que je retrouve mon... Oui ? Bonjour, merci pour votre conférence. Je voudrais savoir comment vous expliquez le phénomène de synchronicité que j'ai vécu plusieurs fois. Oui. Merci. Vous nous parlez duquel? C'est pas moi. Est-ce que vous pouvez être plus précise? Parce que les synchronicités de Jung, on peut faire 1 heure dessus. J'ai vécu plusieurs fois des expériences où j'ai retrouvé quelque chose, où je vivais un moment que j'avais pensé auparavant, qui était imprévu, enfin voilà, ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est plutôt des projections par rapport à votre futur. C'est ce que j'ai parlé tout à l'heure, des précognitions, des intuitions. Oui. Quand on est relié à cette forme de conscience, la CIE, on peut être relié aux informations du futur. Et quand je vous dis que cette dame qui a rencontré son compagnon en TCH alors qu'elle ne l'avait jamais vu, elle a visualisé son visage lors de sa séance d'hypnose, voilà, c'est bien la preuve que l'information n'était pas dans son cerveau. Donc voilà. Alors ça peut être plus qu'une synchronicité, ça peut être plus une projection par rapport à votre futur, vous voyez. Merci. Voilà. Oui, j'ai une question pour vous, ici. Oui. Oui, en fait, je me suis beaucoup intéressée à ça il y a au moins 20 ans, et dans la littérature que j'avais trouvée à l'époque, on mentionnait quand même un certain nombre de pourcentages de personnes qui vivaient des expériences très désagréables, voire très effrayantes. Et là, je vois que dans votre façon de procéder, il n'y a jamais de retour qui, par ailleurs, donnait plutôt peur de la mort. Alors on a eu, vous parlez des séances de TCH. Oui. On a eu des expériences négatives, effectivement. Par exemple, à Saint-Hippolyte, on a eu des visualisations de personnes qui ont vu des séances de décapitation, qui ont vu des... Ah non, c'était pas à Saint-Hippolyte. À Saint-Hippolyte, c'était autre chose. Ils avaient vu des enfants avec qui étaient mal, et blessés, etc. Et à Saint-Hippolyte, on s'est aperçu qu'on avait fait l'atelier sur une zone où des enfants réfugiés, pendant la dernière guerre, avaient été donc blessés et tués par un bombardement allié. Et à Nîmes, on avait trouvé aussi des expériences négatives avec des séances de décapitation, d'amputation de membres, et des apparitions de silhouettes avec des capuchons. Et on s'est aperçu que l'atelier avait été fait sur une région, enfin sur un site où il y avait eu le massacre des Capucins. On a pu retrouver ça. Donc si comme les lieux avaient une mémoire. Et ça c'est très troublant parce que voilà, ça montre qu'on a cette capacité d'être relié. Oui ? Oui, on va vous en donner. Je travaille depuis... Merci docteur pour tout ce que vous faites d'abord. Merci. J'ai eu la chance de faire 2 ateliers avec vous en Belgique. Et le premier atelier était très riche et vraiment j'ai contacté des êtres de lumière et ma famille. C'était extraordinaire. La seconde séance était plus difficile. Justement parce que j'ai été par des êtres qui n'étaient pas dans la lumière, qui ont participé à la Shoah, qui étaient des victimes de la Shoah. Il faut dire aussi que je suis d'origine juive et qui m'ont demandé de l'aide pour
passer de l'autre côté. Donc voilà, je n'ai pas pu vous contacter depuis ou très sommairement. Et je voulais savoir quoi en faire. Je me suis renseignée entre-temps. Il faut dire aussi que je suis médium, mais je ne suis pas vraiment passeuse d'âme. Donc si vous pouvez me renseigner là-dessus. Et dans cette salle, vous vous souvenez peut-être, dans ce débriefing, il y avait plusieurs... Vous m'entendez bien ? Oui, oui, parfaitement. Oui, il y avait plusieurs personnes qui ont eu le même genre, après que j'ai donné mon témoignage. Je m'en souviens parfaitement. Qui ont eu le même genre de témoignages un peu différents et assez perturbants. Et vraiment, j'en suis restée quand même jusqu'aujourd'hui très, très touchée. Ouais. Et j'ai quelques explications et j'ai essayé de faire de mon mieux pour les faire monter. Il faut dire que toute ma famille a été exterminée, une partie de ma famille a été exterminée à la Shoah. Voilà, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. J'ai l'intention de revenir chez vous, de toute façon. Là, il n'y avait plus de place la dernière fois, mais à très bientôt. Et vraiment, merci de prendre ma demande en considération parce que c'est quelque chose qui moi, me fera avancer. Merci. Merci, Madame, ce témoignage. Effectivement, il y a souvent, comme elle le dit, des entités qui arrivent dans ces ateliers et qui sont perçues par plusieurs participants. Mais par exemple, un enfant, les gens peuvent même décrire le vêtement de l'enfant, voilà, qui demande de l'aide, comme s'il avait besoin de monter dans la lumière. Et il n'y a que la prière qui peut faire ça. Donc les gens qui sont pas... Si vous êtes médium, vous le savez, donc ils ont besoin de prière pour monter dans la lumière. Je vais donc vous faire écouter un petit peu quelques témoignages là sur mon iPad. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais on va essayer de voir. Pour ma part, ça a été un magnifique voyage. Alors j'attendais beaucoup de choses de cette journée, oui. Parce que je viens de perdre ma petite sœur, au mois d'août. C'est très, 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 très difficile. J'ai beaucoup de difficultés. Et là, je l'ai vue à nouveau sur son lit quand elle est partie. Et elle m'a dit, tu sais bien que c'est pas moi, là. C'est juste une enveloppe. Moi, je suis déjà partie et je vais bien. Donc voilà, je m'accroche à ça. Sinon, j'ai eu la chance de voir mon papa qui m'a dit je t'aime très 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 fort. Mais c'est vrai que je suis venue pour rencontrer ma sœur parce que j'ai beaucoup de difficultés quoi, à la laisser partir et elle me manque. Voilà, sinon un petit peu plus loin, j'ai eu la chance que quelqu'un m'ait dit tu vas bientôt être grand-mère. Bon. Alors je suis contente, très contente. Voilà, sinon, merci. Merci, monsieur Charbonnier, pour tout ce que vous faites. Merci, vous me direz alors si le test de grossesse est positif. J'attends avec impatience. Merci. Et alors, cette dame vient faire 2 mois plus tard l'atelier. Donner mon expérience sur la précédente TCH que j'ai faite le 17 mars, où là, on m'a dit que j'allais être grand-mère. Ouais, bon, pourquoi pas. J'ai des jumelles de 31 ans. Et j'ai appris quelques jours plus tard qu'elles étaient enceintes toutes les deux au même moment, une du 16 mars et l'autre extraordinaire du 17 mars, le jour où on m'a dit que j'allais être grand-mère. Alors, on peut me dire ce qu'on veut, mais ça, si c'est pas un don du ciel, le gynéco qui s'occupe de l'une de mes jumelles, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes, a dit, mais c'est juste incroyable, tout au long de ma carrière, bon, c'est un monsieur qui a 60 ans passé, je n'ai jamais vu ça, c'est un vrai don du ciel. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette chose qui, encore aujourd'hui, reste pour moi, je sais pas les mots, c'est waouh. Voilà. Alors, là, c'est une expérience sœur qui parle. Là ou pas là, enfin, c'est compliqué à expliquer. J'ai du mal à digérer l'émotion que j'ai ressentie, le cœur qui s'est mis à se battre, le froid autour, là, et puis on m'a bougé le bras, et puis on m'a caressé les mains. C'est les cheveux qui se... Enfin, j'ai plus beaucoup de cheveux, mais ils se dressaient quand même un peu, quoi. C'était incroyable, ce froid-là.
Je pense que c'était ma mère parce que j'ai vécu une expérience de mort imminente en 2009 et suite à son contact, c'était exactement cette même sensation. C'est de l'amour, c'est extraordinaire, quoi. Notre témoignage. J'ai pu ressentir vraiment le contact avec ma grand-mère maternelle, sentir sa main dans ma main, son odeur, la manière de s'exprimer, une ambiance. C'était très agréable, comme si elle était là alors que ça fait 20 ans qu'elle est décédée, donc c'était très émouvant. Et à un point d'orgue aussi pendant cette TCH, j'ai eu le sentiment quand on est monté vraiment très haut, d'être face à un être de lumière, enfin quelqu'un d'une très très grande prestance, et de ressentir l'amour inconditionnel. Et là, j'ai vécu un peu une expérience de test. J'ai dû, moi, faire un acte d'amour inconditionnel face à une personne, à un agresseur de mon enfance, et il a vraiment fallu que je dépasse, et je pense que j'ai reconnecté vraiment avec l'amour que j'avais peut-être perdu dans l'insouciance de l'enfance. Donc voilà, vraiment je me sens très apaisé, même si j'ai beaucoup d'émotions et voilà. Ce serait trop long que je décrive tout ce que j'ai ressenti. Je le ferai par mail. La chose la plus importante est peut-être le message d'urgence de faire passer l'amour en priorité dans notre vie. C'est ce qui s'est mis en place pour moi dans les 2 années qui ont suivi la précédente expérience à Paris. Et je peux dire, quand on écoute leur message, tout se met en place très très vite et avec une précision d'une horloge suisse, je dirais. Donc j'expliquerai tout ce qui s'est mis en place. Voilà. Merci infiniment. Je suis médecin et je fais un chemin dans ce sens-là. En travaillant maintenant ouvertement avec des médiums, ce que je ne faisais pas avant, et des personnes qui travaillent sur le spirituel. Et enfin, le dernier, là c'est une guérison, comme je vous ai parlé, les TCH et guérisons, c'était assez inattendu. Entre la TCH de Toulouse et celle-ci, je pense que ça c'est important pour vous. J'ai la maladie de Lyme et donc j'avais des douleurs fibromyalgiques tout le temps, plus ou moins. Et depuis Toulouse, il n'y a plus rien. Voilà ce que je voulais vous dire, vous communiquer. Vous voyez que toutes ces émotions qu'on a entendues, c'est beaucoup plus démonstratif que tous les diagrammes et les statistiques que je vous ai montrés. En tout cas, j'espère que cette étude va continuer. Je le dis et je le répète, nous ouvrons nos portes à tout le monde. On n'a rien à cacher. Donc s'il y a des scientifiques qui veulent venir étudier cette autre façon de percevoir la conscience et d'étudier la conscience, ils sont vraiment les bienvenus. On ne demande que ça. Donc voilà, ce n'est pas du music hall, c'est une étude, c'est de la recherche sur le fonctionnement de la conscience. Je vous remercie.